Bonjour Essoé, ravi de te retrouver. Bonjour Marc, comment vas-tu? Ben, ça va bien, sous le soleil aujourd'hui, hein. Le on avait un petit peu de pluie, mais là c'est bon, il fait grand beau et on s'était parlé la première fois, je j'ai plus la date exacte, c'était, septembre-octobre, hein, 2023. On a régulièrement échangé depuis et je trouvais assez intéressant parce que tu as un parcours, atypique, donc qu'on puisse un petit peu évoquer ça. Et puis, tu as des activités autour de la certification, donc c'est un sujet qui préoccupe, pas mal le monde du développement et si tu es d'accord, on va évoquer ça. Ouais, ouais, parcours atypique, je ne sais pas trop, mais je pense que j'ai un parcours normal. Mais oui, oui, allons-y. En tout cas, géographiquement, ça va être atypique, je pense, hein. Peut-être. Bon, alors déjà, bah, est-ce que tu veux te présenter un peu? On va partir chronologiquement. Tu nous dis un petit peu, voilà, où ton histoire a démarré, voilà. Ouais. Bon, je m'appelle Sowe Abalo, donc aussi connu sous le nom de Gabin. Donc, il y a pas mal de personnes qui me connaissent sous le nom de Gabin. En réalité, Gabin, c'est mon petit nom français ou francophone que je n'étais pas forcément sur mes pièces d'identité, mais sinon mon nom complet euh, qui se trouve sur mes pièces d'identité, c'est Sowe Abalo. Je suis togolais d'origine et puis actuellement je réside où je vis en République tchèque avec ma famille, plus précisément à Prague. Voilà, je suis à la base informaticien de formation, donc j'ai fait mes classes en informatique jusqu'à un moment où j'ai fait la transition pour entrer dans le management, notamment le management des Mmh. projets. J'ai travaillé pour plusieurs sociétés, disons, multinationales comme IBM, euh, Gemalto, je crois qu'ils sont français, ils étaient français. Maintenant, Thales, euh, j'ai Mmh. travaillé aussi pour Foxconn, une entreprise chinoise. Et j'ai travaillé aussi un peu, j'ai fait aussi un retour du Togo, au Togo où j'ai travaillé dans un premier temps pour une entreprise et ensuite j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelait eFortis à l'époque, avant de revenir encore en République tchèque, donc j'ai fait un deuxième aller-retour. Mais sinon, globalement, avant ça, j'ai fait mes études euh, primaire, secondaire, globalement au Togo. Après, j'ai fait aussi un peu de temps en Côte d'Ivoire avant de passer en Angleterre pour faire mes études aussi là-bas. Et après, je suis allé en Ukraine pour faire des stages avant de rechuter sur la République tchèque. Donc, un peu un gros tour. Ah, donc tu as vu du pays quand même et comment un Togolais se retrouve en Ukraine alors? Tu Bah, étais où en Ukraine déjà? Tu j'ai étais dans vécu l'est, des hein, deux c'est côtés. ça? Ouais, j'ai vécu des deux côtés. Dans un premier temps dans une petite ville qui s'appelle Ivano-Frankivsk, qui est très proche de Lviv. Lviv qui est, je peux dire, Mmh. la première ville frontalière entre l'Ukraine et la Pologne. Donc j'ai vécu là-bas, je ne sais même plus, peut-être 4 5 mois, avant de passer du côté est à Mariupol, où en ce moment ça chauffe là. Mmh, Euh, mmh, mmh, mmh. mais essentiellement, je suis allé là-bas à travers une association estudiantine qui s'appelle AESEC, AESEC qui fait l'échange de stagiaires. Donc, la AESEC existe dans plusieurs pays. Donc, je veux dire, AESEC Togo négocie avec les entreprises togolaises pour recevoir des étrangers, des stagiaires étrangers. Et puis, à l'étranger, ils font aussi pareillement. Donc, c'est comme ça que je suis parti en stage là-bas en Ukraine. Et de fil en aiguille, je suis arrivé ici en République tchèque. Alors, pourquoi je suis parti en Ukraine? C'est toute une autre histoire parce que euh, c'est vrai, je suis informaticien, mais je suis aussi un agent de joueur FIFA. Donc, la décision de partir dans ce pays, c'était plus motivé par le football que toute autre chose. Donc, je cherchais un pays tremplin dans lequel je pouvais m'installer
Et comme ça, la stratégie était d'amener des joueurs Mmh. africains dans ce pays tremplin, pas très élevé, pour qu'ils s'adaptent un peu avant de les rechuter peut-être dans des gros championnats comme la France. D'ailleurs, je crois que pour ceux qui nous écoutent, un joueur comme Yaya Touré a fait ce même parcours. Donc, Yaya Touré que j'ai connu aussi en Ukraine, a fait ce parcours comme ça. Donc, il y a pas mal de joueurs qui font ce genre de parcours. Même Bonnie Wilfried aussi a fait ses classes en République tchèque, un pays tremplin, avant de passer en Hollande et puis en Angleterre. Donc, c'est un circuit normal dans le foot. Voilà. D'accord, OK. Et c'est des zones, russophones quoi de tu communiquais en quelle langue, là-bas? C'était en anglais, parce que je Non, suppose qu'il y en a pas beaucoup qui parlent français, oui, non? en anglais essentiellement. Mais Mmh l'Ukraine, mh. par exemple, moi, le conflit qui se passe actuellement, au-delà euh, du drame et autres, je ne suis pas tellement étonné. Parce qu'à l'époque, déjà, il y avait des velléités de Mmh. détestation entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, ils étaient beaucoup plus pro-européens. Ils veulent. Quand je suis allé à l'Est, ils étaient un peu. Nous sommes Russes et tout ça. Donc, ça me rappelait un peu, étant africain, tu sais, en Afrique, il y a beaucoup de tribalisme qui existe et tout ça. Donc, quand je voyais ça, je dis, ah, bon, ces gens-là aussi sont un peu tribalistes, quoi, des trucs comme ça. Donc, Ouais, ouais, ouais. aujourd'hui, avec ce qui se passe, je me dis, je ne suis pas étonné, quoi. Mmh Il mh. y avait déjà des germes de ce truc. Mais généralement, oui, je parlais plus anglais qu'autre chose. D'accord, d'accord. Donc tu as fait un peu tes premières armes, c'était un peu les comment? Professionnellement, c'était un peu ton point de démarrage, l'Ukraine ou, parce que jusque-là, Non, c'était non, un non, parcours non, plus non, d'études, pas du non? tout, pas du Non? tout. Donc, professionnellement, j'ai commencé en Angleterre. Avant, j'ai D'accord. travaillé aussi un peu au Togo. Après, en fait, je suis sorti en Ukraine, comme je l'ai dit, pour le football. Mais comme je suis informaticien à la base, je cherche un travail comme informaticien. Et puis à côté, je me fais des réseaux parce que tu rentres dans un nouveau domaine comme le sport, tu n'as pas de réseaux, il faut les créer Mmh. d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était un peu ça la motivation. Même ici en République tchèque, c'était comme ça. Je travaillais partout et puis les week-ends, je passais mon temps à faire Mmh. voilà, des connaissances dans le milieu du sportif et ainsi de suite. Donc, c'était un peu ça. Voilà. D'accord, d'accord. Et tu as toujours un pied dans le football ou? Absolument, absolument, absolument. Toujours. Ouais. D'accord, donc tu es On, sportif alors? on peut dire ça, ouais. Tu es pas seulement un intellectuel alors, tu es tu es aussi sur le terrain, hein? Oh, non, bon, non, non, pas, un agent de joueur, c'est pas sur le terrain, hein. C'est-à-dire, un agent Mmh. de joueur, c'est un intermédiaire entre les Mmh. footballeurs et puis les clubs, négocier les contrats. C'est pareil, comme toi, tu le fais avec les chefs de projet, les placements d'employés et tout ça. Donc, c'est exactement très similaire. Sauf que D'accord. c'est dans le sport, quoi, dans le foot, c'est tout. D'accord, non mais c'est intéressant que tu aies plusieurs casquettes et puis, que tu aies vu en fait, tu ce que je trouve riche, c'est que tu as vu des cultures qui sont très différentes quoi, que ce soit l'Afrique francophone, la Grande-Bretagne, c'est quand même assez différent et même par rapport à la France quoi, c'est il y a on a un fond culturel qui est commun, mais il y a quand même des grosses différences. L'Europe de l'Est, c'est encore autre chose, c'est très tourné vers le monde russe. Et c'est d'autres cultures, ouais, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est ça mon patrimoine. Ouais, non, mais c'est des richesses, quoi, ouais, ouais, C'est ça. ouais. Et Ouais. puis même en termes professionnels, parce que ce que je sais, c'est que pour avoir, été en contact ces derniers mois forcément avec des personnes en Ukraine, c'est des systèmes qui sont plus tournés vers, comment des systèmes que nous on connaît pas, hein, qui sont soviétiques et c'est l'informatique, en tout cas il y a quelques années, se faisait pas tout à fait de la même manière qu'ici, quoi, hein. Ouh, bon, je ne pense pas. Après, ça dépend des Ah, pays. Même en Ukraine, comme je t'ai dit, même tu prends un pays mmh, comme l'Ukraine, à l'époque, j'étais là-bas dans les années 2006-2007. d'accord. Même déjà à cette époque, comme je disais,
Oui, c'est vrai que majoritairement, ils utilisaient les systèmes russes, mais la partie Est était déjà, elle, c'est-à-dire, eux, ils ne rêvent que de l'Europe. Après, tu prends les Mhm. pays comme la Pologne et tout ça, c'est-à-dire, je peux dire, anti ou bien, ils ne sont pas du tout pro-russes, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est Mhm, connu. mhm. Et la République tchèque, c'est pareil, parce que ils ont eu, tu vois, un peu ce qui se passe entre la France et les pays francophones africains, c'est un peu ça. Ici aussi, ils ont le sentiment anti-russe, tu vois, Ouais. comme certains le diront, le sentiment anti-français qui, pour moi, n'est que des futilités des politiciens. Mais parce que les Russes avaient envahi, tu vois, les pays de l'Est, là, avant, ils étaient envahis par les Russes. Donc, du coup, normalement, c'est pas l'amour, hein, c'est pas du tout. Mais au même moment, à l'Est, il y a aussi certains pays pro-russes parce que majoritairement, c'est des Russes qui vivent là-bas. Donc, c'est naturel, tu vois. D'accord. C'est ça. Et là-bas, comme activité, enfin, déjà en Angleterre, tu as commencé par le développement, c'est ça? Oui, oui, Si j'ai... oui, développement d'applications et puis bon, voilà, et le business par-ci, par-là. Oui, Mhm. je fais tout, quoi. Tout ce qu'il faut pour survivre. Et en Ukraine, tu étais encore sur du développement ou tu commençais Oui, de la gestion de toujours, projet? ouais, toujours l'informatique. L'Ukraine, en République tchèque, c'est l'informatique jusqu'à. Voilà. C'est mon métier de base. Après le sport, je peux dire, c'est le second métier qui prend du temps parce que Mhm. c'est. À un moment donné, il faut faire il faut prendre une décision. Moi, la question était de savoir est-ce que je pouvais vivre complètement du sport et tout ça, oui et non. C'est-à-dire, mais j'ai voulu, pour moi, le plus facile, c'était de gagner ma vie tranquillement, étant informaticien, en faisant mes classes et au même moment, voilà, cultivant les réseaux. Donc, le grand plus avec le sport aujourd'hui, c'est le réseau que j'ai, les connaissances que j'ai, les placements qu'on peut faire ça et là, direct ou indirect, avec d'autres agents et plein de choses, et en même temps apprendre parce que c'est vrai que je suis devenu agent de joueur, je peux dire, je ne dirais pas accidentellement, parce que le sport, c'est une passion. J'ai dû faire les concours nécessaires pour le faire, mais c'est un peu comme un diplôme, quoi. Tu as le diplôme, oui, Mhm. il faut aussi l'expérience réelle sur le terrain. Il faut, en plus de ça, connaître. Parce qu'un bon agent, c'est quoi? Soit tu es le grand frère, le papa d'un excellent joueur comme Kylian Mbappé. En ce moment, les clubs t'appellent, n'est-ce pas? Ils Mhm. t'appellent. Ou soit, tu n'as pas un excellent produit et il faut créer le réseau. Donc, c'est pareil comme dans tous les métiers. Donc, c'est pour ça on travaille dans une entreprise A, ensuite l'entreprise B, gagnant de l'expérience pour revendre plus tard à l'entreprise C. Donc, et comme le sport, c'est un domaine avec beaucoup d'argent, donc tu peux imaginer qu'il y a aussi il y a beaucoup de faux coups, de coups bas et tout ça. Ça dit ça ne badine pas, tu vois. Donc, Ouais, si tu es un poids léger là-bas, on va te bouffer comme un petit déjeuner. Donc, tout ça, il faut apprendre, ça prend du temps et voilà. Mais globalement, je vivais plus en tant qu'informaticien et puis voilà, faisant mon business à côté. ouais, ouais, alors, c'est une casquette que je découvre, hein. Moi, je te connaissais par Ouais. l'informatique et Donc, pour pas que je perturbe ton podcast, continuons. C'était juste une petite parenthèse. Ouais, et dans l'informatique, tu avais une spécialité, Oui, je suis ou d'une développeur d'application, euh, mais j'ai pas beaucoup développé en tant que, j'ai pas beaucoup traîné dans la technique parce que je crois que moi, à la base, je suis plus quelqu'un de dehors que quelqu'un sur les ordinateurs. Donc, très mmh tôt, j'ai pas voulu coller mes fesses à une chaise en train d'écrire des codes. Donc, même dans les entreprises où je travaillais
en tant que développeur. Par exemple, ici en République tchèque, quand j'ai commencé dans une société qui s'appelle Skivieli, en tant que développeur, je crois une année après, j'ai dit à mon patron, mais écoute, moi, je peux chercher des contrats en Afrique et ainsi de suite. Il a dit, ah oui, oui, c'est bon. Dit, ouais. Donc, moi, ça m'arrangeait. Donc, je voulais pas, c'était pas, j'ai pas trop, euh, pas que j'aime pas la technique ou je sais pas le faire, mais je pense que je me sentais plus à l'aise. S'il faut, ouais, j'ai ce contact facile, voilà. Je suis Ouais, plus commercial que autre chose, je peux dire. Voilà. oui, oui, c'est un peu du coup, l'informatique, fait, c'est ton socle, mais après, tu vas plutôt l'utiliser avec d'autres compétences, voilà, Exactement. d'autres ouvertures, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Alors qu'il y a Exactement. des personnes qui, au contraire, vont aimer aller bidouiller dans le code pour Exactement. optimiser, faire. Exactement. Et il y en a qui s'éclatent vraiment à faire ça. C'est marrant, ce Absolument. matin, j'étais avec un client et on parlait de ça et on disait, mais il y a des collègues pour progresser dans la hiérarchie, ils ont été obligés de passer chef de projet. Mais en fait, C'est ça ça. les saoulait parce que ils voulaient rester dans le code et dès qu'ils ont pu quitter la chefferie de projet, ils sont revenus plus ou moins près du code, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Exactement. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, tu as une activité autour des certifications et Absolument. tu nous en parleras. Alors, deux angles, je vais te poser les deux questions ensemble. Il y a à la fois, ben, ça m'intéresserait que tu nous décrives ce que tu fais. Et puis, je vois que c'est quelque chose qui est pas mal pratiqué. Tu vois, moi je suis alors ça se voit pas sur ma tête, mais je suis natif de Ouagadougou. T'inquiète, ça se voit sur ta Mais tête. T'inquiète. et dans la région, hein, enfin, que ce soit le Burkina, la Côte d'Ivoire, on voit que avec la demande autour des développeurs, il y a des jeunes qui n'ont pas de diplôme ou des choses qui n'ont rien à voir avec l'informatique qui se réorientent vers ça et notamment qui, même avec leurs petits sous à eux, hein, ce qui représente beaucoup, se payent des certifications. Et donc, Ouais. je dirais donc deux questions. Une première, on va peut-être commencer par ça, sur ce que tu fais autour des certifications. Et puis, quel intérêt on continuera après, l'intérêt que ça peut représenter tant pour les entreprises qui cherchent du monde, hein, et l'intérêt pour les personnes d'obtenir telle ou telle certification, quoi. C'est ça. Donc, on va peut-être commencer par ce que tu fais autour de ça, hein. Je vois que Ouais. tu as pas mal de livres derrière toi, hein. C'est ça. Oui, alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, j'ai mon cabinet de conseil, donc comme on le dit en anglais, consulting, et je fais du consulting en technologie, donc, et aussi en management ou en gestion. Donc, ça veut dire que, mais beaucoup spécialisé dans la gestion de projet. Euh, Comme je l'ai dit dans ma description, j'ai dit mon rôle ou ce que je fais au quotidien pour les entreprises, c'est de les aider à gérer leurs projets mieux, à mieux gérer leurs projets. Donc, ça va de l'installation déjà d'un audit pour voir ce qui est fait, de la recommandation sur les processus, mettre en place, par exemple, des bureaux de projet, et puis en passant par la formation du personnel en gestion de projet et d'autres compétences, pour que les entreprises puissent bénéficier, hein, d'une gestion optimale de leurs initiatives. Parallèlement, pour les individus, j'ai dit, j'apprends aux personnes à apprendre et à maîtriser la gestion de projet. Donc, c'est un métier. Donc, essentiellement, c'est ce que je fais. Et donc, dans je sais pas, dans cette casquette, euh, tu vas maintenant avoir des formations certifiantes, des formations non certifiantes, du mentorat et du conseil, voilà, ponctue ça et là. Donc, c'est globalement ce que je fais. Mais en général, ça tourne autour du leadership. C'est-à-dire, je conseille des directeurs. Alors, je conseille sur tous les postes que j'ai occupés. Ici, en République tchèque, j'ai travaillé Mhm. comme développeur jusqu'au niveau du directeur. Donc,
J'estime que je peux partager de l'expérience. Avec ce recul, on a vu pas mal de choses. Plus je prends de l'âge, je me rends compte qu'il y a très peu de choses qui changent, surtout dans le monde entrepreneurial, dans le monde d'entreprise. Si tu es employé, il y a très peu de choses qui changent. Ça va être toujours les mêmes mécaniques, même si les techniques vont changer, les environnements vont être toujours euh, quasiment pareils et tout et tout. Donc, on peut donner de la visibilité pour les jeunes qui commencent leur carrière pour qu'ils puissent ne pas tomber dans certains travers ou certains problèmes que j'estime inutiles. Donc, globalement, c'est ce que je fais. Maintenant, côté certification, tout ce qui est certification qui couvre la gestion de projet, je le fais comme le PMP, le CAPM, les certifications agiles, tout ce qui a trait à la gestion de services comme les certifications ITIL, voilà, tout ce qui a trait à la gestion de programme. Donc, alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Les certifications, je dirais qu'elles sont mises en place par des organisations ou des organismes Mhm. qui certifient de l'aptitude de quelqu'un à pouvoir être apte pour gérer un projet, par exemple. OK? Donc, il y a le PMI. Donc, je peux dire que c'est le pionnier, c'est le premier qui a mis en place Ouais. le mécanisme de certification en gestion de projet. Et puis, d'autres ont suivi. Donc, pour pouvoir se certifier, il y a un certain critère d'éligibilité que les gens doivent avoir. Ensuite, se préparer pour passer l'examen et puis tout ça. Donc, c'est beaucoup d'informations entre savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et se préparer à l'examen et à les passer. Donc, ce que nous on fait essentiellement, on accompagne les gens dans ce cursus, leur donner les informations dont ils ont besoin, leur préparer pour leurs examens et ils vont aller passer les examens officiels, réussir et ça leur permet d'économiser de l'argent, du temps, du stress et pas mal de choses. Donc, essentiellement, notre service tourne autour de ça quand on va parler de certification. Maintenant, les certifications, elles varient. La deuxième question, si j'ai bien noté, c'est à quoi sert une certification? Mhm, mhm, mhm. Pour ça, Que je vais essayer de... des 2 côtés même, hein. Pardon, je te coupe, mais ça peut être du côté de l'entreprise, hein, qui recherche. Oui, Moi, là, c'est un domaine que je pratique pas mal, là, ces dernières années, c'est l'agilité. On va demander des certifications safe, des choses comme ça oui, et absolument. parce que quelque part, ça rassure et puis, peut-être au et après du côté du candidat aussi, voilà, peut-être ces 2 aspects, quoi, hein. Oui, oui, absolument, absolument, absolument. Alors, j'aime souvent donner des anecdotes pour que les gens puissent comprendre un Mmh peu mh. ce dont on parle. Euh, je suis en train de réfléchir quelle anecdote donner. J'en ai tellement. Alors, imagine que tu as besoin, tu veux construire une maison. Si tu veux construire une maison, tu as besoin d'un architecte. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait? Un homme normal va demander autour de lui, Marc, tu as construit ta maison là, est-ce que tu n'as pas un architecte là pour me recommander tout ça? Et il va dire, ouais, ouais, j'ai un architecte, il est bon, et ainsi de suite. Donc, à base de ces informations, je dis, ah, ok, Marc m'a recommandé cet architecte. Et moi aussi, je fais mon expérience. Elle peut être positive ou négative, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est comme ça, tout le monde choisit, euh, en majorité, les prestataires de services. Maintenant, le monde aujourd'hui, il est globalisé. OK? Il est globalisé et généralement, nous allons tous à l'école pour apprendre un métier. OK? Quand on va parler de gestion de projet, de ce que je fais aujourd'hui, je vais aller faire un master ou une licence en gestion de projet quelque part au Togo. OK? Et j'aspire travailler pour, je ne sais pas, Nestlé ou un truc comme ça en Côte d'Ivoire et tout ça. La difficulté pour les entreprises, c'est que comment ils peuvent s'assurer que toi, tu es apte à faire le travail?
Pendant longtemps, ça a été le diplôme que tu as, OK? Mais le diplôme aussi, les universités varient, les écoles varient, des fois même les enseignements, même si c'est les mêmes filières, ils vont enseigner autre chose. Ça peut être que du théorique. Or, les entreprises ont besoin des gens capables de, des gens aptes en fait. Généralement, ton salaire, le salaire est le fruit de ton expérience. Donc, et l'expérience, c'est l'accumulation des informations. Donc, si tu es étudiant, tu ne peux pas accumuler autant d'informations pratiques. C'est pour ça que d'ailleurs, quand tu finis tes études, que tu sois même docteur, je ne sais pas, ingénieur, tu n'es jamais très bien payé. Le salaire augmente au fil du temps. Quand tu vas commencer à travailler ici, là, donc tu commences à accumuler des informations. À ce moment, tu deviens très intéressant. Les entreprises se disent, OK, cette personne a fait beaucoup d'entreprises, il connaît comment les différents problèmes, donc il peut être intéressant parce que tu viens pour régler un problème. Mais sinon, on ne te paye jamais pour ton diplôme. Maintenant, comment est-ce que l'entreprise va s'assurer que tu es la personne apte? Tu as travaillé dans une autre entreprise, c'est vrai, ils savent que tu as travaillé là-bas, mais ils ne savent pas aussi ce qui s'est fait là-bas. Donc, c'est là que viennent les sociétés ou les organismes de certification où ils mettent en place tout un programme, tout un cursus pour te tester sur plusieurs aptitudes. Notamment, les certifications vont se baser sur les compétences ou les aptitudes pratiques plutôt qu'un diplôme qui est beaucoup basé sur des aptitudes, je dirais, théoriques et puis académiques. OK? Oui, c'est théorique, c'est académique. Même les certifications, à un certain niveau, on peut dire aussi que c'est théorique, mais c'est une théorie puisée dans les scénarios pratiques. Ça veut dire qu'il faut avoir géré un projet pour comprendre ce qui est demandé, ou du moins, il faut avoir suivi le cours pratique pour comprendre ce qui est fait. Donc maintenant, pour les entreprises, c'est une mesure de sécurité. Se dire, OK, on ne connaît pas assez ce qui est marque, mais s'il a la certification, ça veut dire qu'il a suivi. On, on sait ce que le PMI fait. Le PMI dit que voilà comment il pose les questions. Donc, si on recrute Marc, Marc pourra travailler chez nous sans problème. Et donc, aujourd'hui, pourquoi les certifications deviennent de plus en plus prisées? Un, le monde est devenu globalisé. Donc, il y a des entreprises occidentales qui s'installent par exemple en Afrique, des entreprises africaines qui s'installent en Europe. J'espère que c'est faisable aussi et vice-versa. Donc, si je te donne un truc, si je suis un Togolais lambda, j'ai fait mes études, je ne sais pas, au Togo, j'ai travaillé au Togo. Et du jour au lendemain, on connaît aujourd'hui avec les effets de l'immigration. Euh, je décide d'immigrer en France ou au Canada ou aux États-Unis. Arrivé là-bas, on sait que ces pays n'ont aucun respect pour nos diplômes. Des Ouais. fois, à tort ou à raison, ils ont aussi leur raison parce que peut-être le cursus qui est enseigné là-bas, peut-être ce n'est pas trop ça. Donc, eux aussi sont méfiants. Donc, c'est ce qui fait que quand tu arrives, Ouais, puis personne même, n'est confiant. Voilà. toi-même, des fois, je sais pas si c'est du protectionnisme. Toi, j'ai mon frère qui est médecin, Ouais, qui est parti aux États-Unis et son diplôme français n'était pas reconnu là-bas, exactement. typiquement, hein. Alors que je pense qu'ils ont même pas de doute que les diplômes de médecine, globalement en Europe, sont de bon niveau, mais voilà. Et il n'y a pas de certification internationale pour être médecin, quoi. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc, ça, c'est un cas pratique. Des fois, ça peut être du protectionnisme. Des fois, ça peut être aussi légitime. Tu as fait la médecine, on dirait peut-être que les États-Unis et les Français, on dirait quand même, bon, c'est tous des pays développés, ils devraient normalement peut-être avoir un partage d'informations, mais c'est la raison qui existe. C'est-à-dire, c'est un fait. OK? Alors, une entreprise européenne, française ou américaine va se dire, bon, nous, on ne sait pas trop ce qui se fait en Afrique là-bas.
est-ce que la personne là, bon, il vient de l'Afrique, est-ce qu'il peut opérer les gens selon nos standards, nos normes, tout, 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 tout. Mmh. Donc, pour résoudre ça, c'est la certification. Donc, la certification va te faire faire un certain nombre de choses et quand tu es apte, on est plus, tu es plus accepté, acceptable que ton diplôme. Donc, c'est là que des fois, la certification va être mieux prisée qu'un diplôme. Maintenant, même parmi les diplômes, quelle est la différence entre quelqu'un qui a un master en gestion de projet à Harvard University et à l'université de Lomé? Est-ce qu'il y a une différence? Harvard, c'est plus prestigieux. Ben, qu'est-ce qui les rend plus prestigieux? Ouais, on peut Ils sont plus rentrer dans les gros, ils sont plus questions. riches. Peut-être, tu vois, c'est-à-dire on peut rentrer dans la subjectivité, Et n'est-ce puis pas? ils sont plus, je dirais, ils sont plus connus internationalement que Euh, l'université de Lomé, quoi, là. bon, voilà, Heu, Lomé, c'est plus petit, c'est moins connu internationalement et du coup, on est moins voilà, à même de juger ce qui se passe dedans, quoi, hein. exactement. Maintenant, quelle est la Mmh. différence entre un Togolais qui vit au Togo, qui a fait la certification PMP, et puis un Américain qui vit à Washington, qui a fait une certification PMP? Quasiment Beh, aucune, c'est il y la a même certification, là. voilà, c'est la même certification, Hein. c'est le même curricula, donc pour un employeur, ou disons pour un jeune Togolais, c'est un grand avantage de faire Mmh. une telle certification parce que ça te met à un pied d'égalité quelque part. Bon, c'est vrai qu'il y aura d'autres critères qui peuvent te mettre en défaveur, mais néanmoins, si jamais tu te retrouves aux Mmh. États-Unis, voilà un exemple où carrément une entreprise américaine qui s'installe au Togo et Mmh. avec une certification PMP, ils sont plus ouverts à te prendre que en venant avec, je sais pas, ton master en gestion de projet obtenu dans une école privée quelque part au Togo dont eux, ils ne savent rien. Donc, voilà un peu. Donc, c'est une question du jeu du plus fort et du plus faible. OK? Donc, Mmh, c'est mmh les mh. deux. Donc, jusqu'à ce que peut-être un jour, certains pays vont faire leur certification, tout ça. Donc, c'est comme ça marche. Donc, les certifications, c'est un moyen de se mettre au même niveau si on n'a pas peut-être le privilège de faire des études dans des universités prestigieuses. Même quand on dit université prestigieuse, quelle est la différence entre quelqu'un qui a fait une licence à l'université de Ouagadougou, hein, et quelqu'un qui a fait sa licence à l'université de Sorbonne? Donc, c'est encore Mmh une mh. fois une question de richesse, de prestige, tout ça. Voilà. Donc, pour un employeur, c'est une sécurité de s'assurer que, nonobstant de tes diplômes de base, tu as la connaissance minimum et de base dont il a besoin pour que tu sois opérationnel. Et pour l'employé, nonobstant de ton diplôme, la certification aussi te donne une garantie ou du moins t'aide aussi à pouvoir briser certaines barrières. Donc voilà un Mmh, mmh, peu mmh, 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 mmh. tout ce que je peux dire autour de la pertinence autour des certifications, comment ça peut aider un employeur et comment ça peut aider un employé. D'accord, d'accord, oui. Ouais, des 2 côtés, pour résumer, d'un côté, l'entreprise, ça va la rassurer sur, en tout cas un niveau minimum. Après, il y a l'expérience, hein, mais Bien sûr, au minimum, la personne, elle sait faire, telle ou telle chose, quoi, que ce exactement. soit de la chefferie de projet ou autre chose. Et puis, de la part du développeur, ça lui dit: «Bah, voilà, peu importe d'où je viens, heu, je peux justifier que j'ai ce socle minimum et que Exact, je suis en tout cas à ce niveau-là, quoi. Après, je suis peut-être même au-dessus, ex- mais je suis pas plus bas que ça, quoi». exactement, exactement. D'accord, d'accord. Exactement. Do Et donc toi, tu accompagnes, donc tu disais c'est surtout sur la chefferie de projet que tu es concentré, hein, plus que sur le développement? Oui, oui, exactement. Ouais, c'est Mmh. plus la gestion de projet, la gestion des services que sur le développement. Ouais. D'accord, d'accord. Et d'accord, parce que sur les développeurs, il y a d'autres choses alors je connais pas forcément bien les je sais qu'il y a des certifications typiquement sur iOS, Apple a ses propres certifications, des choses comme C'est ça. ça.
Ouais. Et chez les développeurs, alors je ne saurais pas te dire quel est le taux d'utilisation de ce type de dispositif, mais en France, il y a une entreprise qui s'appelle CoderPad, où Mhm. on te donne des use cases et tu vas coder, tu as une IHM et tu as des use cases qui sont en général assez simples et tu en fais un certain nombre. Et on va aussi te juger sur ta rapidité. Et D'accord. je sais, on te dit, bah voilà, faut coder ça en Python. Et on t'explique ce qu'il faut faire, on te donne un jeu de données, et derrière tu fais le code et ça va dire bah, ta rapidité, la qualité de ton code, des choses comme ça. Mais c'est pas des certifications, mais on te met en situation réelle. Euh, C'est pareil. Les certifications en gestion de projet, ça va être quelque chose de similaire. C'est-à-dire, on te décrit un scénario, hein, de cas de projet qui s'arrive et on va te demander qu'est-ce que tu fais. En fait, c'est ça la pertinence des certifications. On te met en scénario réel. Si tu arrives à répondre à la question ou à traiter des mm, cas de développement, pareil, moi, quand j'allais en Ukraine, l'interview était technique, c'est-à-dire on t'envoie des use cases et puis on te dit d'écrire le code, et puis tu renvoies, ils valident telle ligne de code, si c'est bon, ok, voilà, ils sont rassurés que dans la technique, les interviews sont plus ou moins faciles. Et on peut te mettre, euh, on peut te donner un test technique. Mais si tu veux recruter un manager, ce mm, n'est pas mm. toujours très évident. Voilà. Il y a une question qui me vient à l'esprit au-delà des certifications. Ouais, C'est quelque chose que je vois arriver chez les consultants, hein. Depuis une année, on a ChatGPT. Ouais, ça peut à peu près une année que c'est ouais, rentré dans le grand public. Les gens commencent à se l'approprier, pas tout le monde encore, mais ce qu'on voit, c'est que les consultants vont, toi-même, travailler sur des personas, par exemple, ou des parcours utilisateurs c'est ça. sur du design thinking vont utiliser des outils. C'est le plus connu, ChatGPT, mais il y en a d'autres. Et en France, on a Mistral, hein, typiquement, qui C'est ça. commence à arriver. Et est-ce que c'est des choses que tu vois arriver dans la chefferie de projet? Et puis, au niveau des certifications, comment ils gèrent ça? Avec ChatGPT, oui, il y a. Désolé, je te pose toujours plein de questions en même temps, hein, mais. Non, il n'y a pas de souci. L'intelligence artificielle, elle va avoir l'impact partout. Euh, et la gestion de projet ne sera pas épargnée non plus. Aujourd'hui, il y a déjà pas mal d'outils qui sont disponibles. Il y en a qui appellent l'assistant PM. Généralement, quelles sont les difficultés de l'humain dans la gestion de projet? C'est sa capacité à analyser de grandes données et de faire des prédictions. Donc, l'intelligence artificielle viendra booster cette faiblesse humaine où généralement on est totalement, je peux dire, aveugle sur certains risques euh, qui se sont passés sur des projets passés. On aurait pu apprendre ces leçons et bon, des fois on n'a pas le temps, des fois on n'a pas cette visibilité humaine. Donc l'intelligence artificielle vient dans ce sens. Il y a aussi pas mal de choses. Tu es en réunion, un chef projet, c'est quoi? C'est des réunions sur réunions. Aujourd'hui, avec des outils capables de faire des sommaires, des réunions, d'écouter des audios, de te faire un texte en sommaire, envoyer aux autres, ça va absorber pas mal d'activités. Mais oui, oui, je dirais que oui, oui, c'est pareil. Hein, aucun industrie n'est épargné par ce phénomène, je peux dire, révolutionnaire. Ouais, ok, ok. Ben voilà, moi je pense que j'ai fait un petit peu le tour des questions que j'avais. Je réfléchissais que j'ai pas oublié des choses importantes. On mettra dans la description, hein, le lien. Si on veut te joindre, le plus efficace, c'est LinkedIn, c'est ça? C'est là-bas que tu communiques le plus? Oui, LinkedIn, WhatsApp ou carrément sur le site web, hein, mais les canaux de communication Hum, sont, hum, hum. sont joints, il n'y a pas de souci. Ouais. Et- Alors, je t'ai posé pas mal de questions, mais on a abordé pas mal de sujets, On est de là pour foot ça, ouais. jusqu'au certain. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour conclure?
Non, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute pour conclure? L'objectif du podcast, c'était de parler de de quoi? De moi, des certifications. Donc moi, il y a rien à ajouter. Sur la partie certification, je peux peut-être expliquer peut-être la raison pour laquelle je fais ce que je fais, et surtout Mhm, accompagner les gens pour la certification, parce que j'estime, moi je suis africain, donc, et on n'a rien construit encore chez nous. Donc, on est encore en retard et je fais ce que je fais parce que mon rôle, je pense que quelque part, il faut partager le minimum qu'on connaît, malgré qu'on ne connaît pas encore tout. Il faut partager le minimum, essayer au mhm. maximum d'éviter à nos jeunes frères les problèmes que nous, on a eus pour que, bon, on puisse construire la paix chez nous, comme on le dit, quoi. Voilà. Mhm, Donc, mhm, mhm, mhm. c'est un peu ça. C'est vrai, on en avait parlé la première fois qu'on s'était rencontrés, que C'est tu me ça. disais qu'il y a, c'est pas seulement un business, mais c'est aussi tourner, même voilà, tu serrais un peu les prix pour que ce soit accessible à des personnes qui n'ont pas forcément de gros moyens par rapport au niveau de vie qu'il y a ici, hein. Exactement. Les rémunérations sont pas les mêmes et que il y Exactement. a aussi faire monter en compétences. Mais on voit que ça se développe pas mal, hein. Je vois sur la Côte d'Ivoire, etc., où il y a pas mal d'activités et bah, avec Internet, avec le télétravail, ça rend possible des choses qui l'étaient pas jusque-là, quoi. Mais Ouais, tout à sans fait. passer par les fourches codines de l'immigration, des papiers, etc., quoi. Voilà, voilà, ouais. Ouais, c'est essentiellement ça. Oui, oui, on essaie quand même d'aider au maximum. Mhm, Parce que mhm, oui, on a du chemin, il faut construire l'Afrique, parce que personne ne le fera, quoi. C'est-à-dire, si les autres viennent, ils vont au maximum prendre ce qu'ils peuvent, hein. Et puis, c'est de bonne guerre, tu peux pas non plus les accuser. Donc, c'est normal. mhm, Ouais, mhm, mhm. mm, c'est ça. Bon. Eh ben, écoute, ben, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Je Ouais, pensais pas qu'on parlerait de football. ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. Les gens Je sont savais toujours pas, étonnés, c'est un hein. aspect de toi que je connaissais pas. C'est Et ça. bah écoute, bah merci beaucoup. Ouais. Et Et puis, puis si tu veux bah à faire bientôt notre sur les podcast réseaux. pour parler exclusivement du football, ça serait un plaisir. Ouais. Mm. Donc, Moi, je suis plus sur le marathon, hein, mais ouais, c'est pas les mêmes sports. c'est ça. Ouais, Eh ouais. bien, merci beaucoup Merci, et merci, très bonne Marc. suite. Et à toi aussi.